Imagine New York dans les années 40. Les taxis jaunes, les vendeurs de journaux à chaque coin de rue et quelque part dans ce tumulte urbain, un bébé vient de naître à Hell's Kitchen, un quartier populaire et pas toujours très tendre. On est le 6 juillet 1946 et ce bébé c'est Sylvester Gardenzio Stallone. Rien que le nom, déjà ça claque. Un nom de gladiateur, un nom d'italien balèze qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Mais le début de la vie de Sylvester, c'est pas vraiment un conte de fées. À l'accouchement, premier gros souci. Le docteur utilise des forceps, qui sont des espèces de pinces pour sortir le bébé, sauf que ça tourne très mal. Résultat, un nerf est sectionné, et là, bingo. Une partie de son visage est paralysée à vie. Sa bouche est légèrement tombante et sa façon de parler devient, disons, très particulière. Une sorte de diction traînante, presque marmonnée. Et tu sais quoi? Ce truc qui aurait pu le prouver de tous les rôles au cinéma deviendra sa marque de fabrique. Comme quoi, parfois, c'est dans les défauts qu'on trouve notre force. Côté famille, c'est un peu le chaos. Son père, Frank Stallone, est coiffeur originaire d'Italie du Sud, un homme strict, autoritaire, pas très tendre avec ses enfants. Sa mère, Jackie Stallone, est une femme haute en couleur, ex-danseuse, passionnée d'astrologie et même future promotrice de lutte féminine. Et ouais, vraiment. C'était une femme libre, excentrique et un petit peu perchée. Le cocktail est explosif. Les parents se disputent souvent et quand Sylvester a à peine 9 ans, il divorce. Il est alors baladé de maison en maison entre New York et la banlieue de Washington. L'ambiance à la maison n'est pas toujours joyeuse et à l'école, c'est pire. Il a du mal à suivre les cours, il est dyslexique, diagnostic qu'on comprendra plus tard, et en plus, avec son élocution particulière, il devient une cible facile pour les moqueries. Un peu le garçon étrange, à part, le mec qu'on n'écoute pas trop. Il se fait virer de plusieurs établissements, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il n'entre dans aucune case. Mais malgré ça, un truc est clair dès le départ, il a une énergie incroyable. Il grimpe, court, se bat, tombe, se relève. C'est un gamin physique, turbulent, un peu comme un petit fauve en cage et surtout, il commence à rêver très tôt de cinéma. Mais pas du cinéma chic et léché. Lui, ce qu'il aime, c'est les héros cabossés. Les mecs qui ont la gueule marquée, mais le cœur gros comme ça. Charles Bronson, Kirk Douglas, Steve McQueen. Ces types-là, Stallone les regarde avec des étoiles dans les yeux et déjà, dans son coin, il se dit un truc de fou. Un jour, moi aussi, je serai à l'écran et les gens se rappelleront de moi. Mais avant ça, il va devoir se battre. D'abord avec les autres, puis avec la vie, et même avec lui-même. Il entre brièvement dans une école d'art dramatique, puis s'inscrit à l'université de Miami, où il étudie le théâtre et l'écriture. Mais très vite, les études, ça lui pète les couilles. Ce qu'il veut, casting, sans piston, sans agent et sans thune. Il dort parfois dans les rues ou dans le hall d'un théâtre, à même le sol. Il fait des petits boulots, videur, nettoyeur de cages de lions dans un zoo, c'est dingue, mais véridique, et encore vendeur de billets de cinéma. Bref, il bouffe la galère à pleines dents. Et pourtant, il continue parce que dans sa tête, il y a un truc que personne ne pourra jamais lui enlever, la foi en lui-même. On l'a laissé à New York, sans argent, sans réseau, mais avec un mental d'acier. Sylvester Stallone est décidé, il sera acteur coûte que coûte. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. Mais à ce moment-là, personne ne croit en lui. Pourquoi? Parce qu'il a une gueule abîmée, une façon de parler étrange et qu'il ne rentre dans aucun moule. Les directeurs de casting le recalèrent même pour jouer un figurant dans une pub de détergent. Mais lui, il s'en fiche. Il sait qu'il a quelque chose. Il ne peut juste pas encore le prouver. Et puis arrive le creux de la vague. À ce moment-là, il est littéralement fauché. Il ne peut plus payer son loyer, il n'a plus de quoi manger, et c'est là qu'il prend l'une des décisions les plus dures de sa vie. Il vend son chien, Butkus, pour 40 $ à un inconnu devant un magasin. Ce chien, c'était son meilleur pote, son compagnon de galère, celui qui partageait tout avec lui. Cette scène-là, c'est pas du cinéma, c'est la vraie vie. Mais dans sa tête, il y a toujours ce feu, et c'est là qu'il décroche son tout premier rôle dans un film. Un film très particulier, un porno soft intitulé The Party at Kitty and Studs. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On est en 1970 et il touche 200 $ pour 2 jours de tournage. Est-ce que vous vous rendez compte? Stallone pour 100 $ par jour, c'est une véritable dinguerie. Plus tard, il expliquera qu'il n'avait littéralement pas le choix, qu'il était à la rue et que c'était ça ou dormir dans une gare. C'était soit ça, soit voler quelqu'un. Alors j'ai fait le film, a dit Stallone. Malgré tout, il ne baisse pas les bras.
Il continue à traîner dans les castings, accepte des rôles minuscules dans des films où on le voit à peine. Parfois, il joue un voyou, un flic, un figurant son nom. Il apparaît par exemple dans Bananas de Woody Allen ou dans Klute avec Jane Fonda. Mais toujours en fond, toujours en anonyme. Pendant ce temps, il écrit. Il note des idées, des histoires, des dialogues, parce qu'il a dans sa tête, il se dit « Si personne ne veut me donner un rôle, alors je vais m'en écrire un. » Et c'est là que le destin s'en mêle. En 1975, Stallone assiste à un combat de boxe entre le mythique Mohamed Ali et un boxeur totalement inconnu du grand public, Chuck Wepner. Et contre toute attente, Wepner résiste. Il encaisse, il ne lâche rien. Il finit par perdre, mais il tient jusqu'au dernier round face à la légende vivante du ring. Et là, pour Stallone, c'est une révélation. Ce mec-là, ce Wepner, c'est lui. Un outsider, un gars qu'on n'attend pas, mais qui refuse de tomber. Il court chez lui, il s'enferme pendant 3 jours et il écrit frénétiquement le scénario de Rocky. Une histoire simple, humaine, émouvante. Celle d'un boxeur des quartiers de Philadelphie, Rocky Balboa, qui vit de petits boulots, qui parle bizarrement, mais qui a un cœur énorme et une volonté de faire. En gros, il écrit sa propre vie déguisée en fiction. Et c'est là que la galère recommence. Mais avec une lumière au bout du tunnel. Stallone fait le tour des studios pour proposer son scénario. Et là, attention, tout le monde adore l'histoire. On lui propose très vite des dizaines de milliers de dollars pour acheter le script. Puis les offres montent à 100 000, 200 000 ou même 350 000 dollars pour un mec qui avait vendu son chien pour survivre. C'est énorme, mais il dit non. Pourquoi? Parce que toutes ces offres venaient avec une simple condition, il ne joue pas le rôle principal. Les studios veulent un acteur connu, Robert Redford, Burt Reynolds, James Caan, mais pas ce type bizarre avec une bouche tordue. Mais Stallone reste ferme. Pas de moi, pas de film. Un jour, il ne lui reste plus que 100 dollars sur son compte. Il vit dans un appartement miteux, sans chauffage, sans espoir concret, mais il ne lâche rien. Finalement, 2 producteurs, Irving Winkler et Robert Chartoff, acceptent de prendre le risque, mais à condition de faire le film avec un budget ultra serré autour d'1 million de dollars. Le pari est fou, personne ne croit vraiment que ça va marcher, sauf lui. Et là, juste avant le tournage, il fait un truc incroyable. Il retourne devant le magasin où il avait vendu son chien. Il attend plusieurs jours jusqu'à ce qu'il retrouve l'homme. Il le supplie de lui revendre Butkus. L'homme lui demande 1500 dollars pour récupérer le chien. C'est plus que ce que Stallone gagne pour jouer dans le film, mais il accepte, il paye et il offre même un petit rôle à ce monsieur dans Rocky. Et voilà, Rocky va naître avec Butkus, avec le cœur de Stallone et avec un rêve plus fort que la misère. On est en 1976. Stallone a tenu bon. Il a refusé des centaines de milliers de dollars, il a récupéré son chien et maintenant il va jouer le rôle de sa vie. Mais attention, le tournage de Rocky n'a rien de glamour. Le budget est minuscule, les scènes sont tournées en mode guérilla, parfois sans autorisation dans les rues de Philadelphie, une ville qui deviendra le berceau du mythe. Les producteurs qui ont si peu d'argent qu'ils utilisent des caméras à épaules et pour les scènes de course, ils installent un prototype de Steadicam qui était tout nouveau à l'époque bien entendu, sur un van pour suivre Stallone. Résultat, ce système donnera un style ultra vivant et marquera à jamais l'histoire du cinéma. Et puis, il y a une scène devenue légendaire. Rocky qui court dans les rues, puis monte les marches du Philadelphia Museum of Art. À l'époque, personne ne se doute que ce plan va devenir l'un des plus iconiques du cinéma mondial. Des générations entières de touristes vont imiter ce geste en courant sur ces marches, les bras levés, la musique dans la tête. Mais revenons à l'histoire principale. Le personnage de Rocky Balboa, c'est tout sauf un super-héros. Il est pauvre, il vit dans un quartier populaire, il travaille comme homme de main pour un mafieux et il passe ses journées dans une salle de boxe miteuse. Mais il a un cœur énorme et surtout, il a du respect pour lui-même. Un jour, le champion du monde des poids lourds Apollo Creed cherche un challenger pour un combat d'exhibition. Le but, donner une chance à un boxeur inconnu en mode le rêve américain. Il tombe sur Rocky, un coup du destin et là on assiste à la métamorphose d'un homme ordinaire. Rocky ne veut pas gagner, il veut juste
juste tenir le coup, aller jusqu'au bout, prouver qu'il n'est pas une loque. Et ce message, il parle à tout le monde. Ce n'est pas combien de coups tu donnes, mais combien tu peux en encaisser et continuer d'avancer. Le film sort en novembre 76 et là, bam, c'est un carton total, une masterclass. Rocky rapporte 225 millions de dollars pour un budget d'un petit million. Il est nommé 10 fois aux Oscars et gagne 3, dont le meilleur film, meilleur montage et meilleur réalisateur. Stallone devient une star mondiale du jour au lendemain. On passe du mec fauché, dormant dans la rue, à l'acteur le plus recherché d'Hollywood. Et ce n'est que le début de la saga. 3 ans plus tard, Sylvester Stallone écrit, réalise et joue dans Rocky 2. Là encore, il reprend les rênes et veut garder le contrôle artistique. Cette fois-ci, Rocky accepte la revanche contre Apollo. Le film va encore plus loin dans l'émotion. Rocky doute, il a peur de ne pas être à la hauteur, il devient papa et tout repose sur un combat symbolique contre lui-même. Et à la fin, il gagne. Mais pas seulement sur le ring, il gagne le respect, la reconnaissance et surtout, il croit enfin en lui. Dans le 3e opus, Rocky est devenu riche et célèbre, mais il a perdu la rage, l'œil du tigre. Et là, débarque Clubber Lang, un monstre de muscles joué par Mr. T. Rocky se fait monter en l'air. Son mentor, Mikey, meurt et il touche le fond. C'est alors là qu'Apollo Creed lui-même qui l'aide à se reconstruire, à retrouver sa arme. Ce film, c'est un vrai message. Quand tu crois que tu as tout gagné, t'es plus en danger que jamais. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Rocky 3 sans évoquer l'hymne Eye of the Tiger. Avec Rocky 4 en 85, on part dans l'excès, mais aussi dans le mythique. Rocky affronte Ivan Drago, un boxeur russe robotisé joué par le Suédois Dolph Lundgren. Ce film est une métaphore géante de la guerre froide, l'Amérique contre l'Union soviétique. Mais ce qui marque, c'est la mort d'Apollo, tué sur le ring par Drago, et la rage froide de Rocky, qui décide de l'affronter en Russie, dans un décor glacial avec des entraînements à l'ancienne. La BO, le montage, les punchlines comme I Must Break You, tout devient culte. Et malgré son côté propagande, le film explose les compteurs. Rocky 4 devient le plus gros succès de la saga avec plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Rocky 5 en 90, c'est la descente en enfer. Rocky perd tout, sa fortune, sa santé, sa baraque. Il retourne vivre dans son quartier. Il prend un jeune boxeur sous son aile, Tommy Gunn, mais ce dernier le trahit. Le film veut revenir à l'essence du premier, plus dramatique, plus humain, mais il est très mal accueilli. Trop sombre, trop différent, même Stallone lui-même admettra plus tard que c'est l'épisode le plus faible de la saga. Mais attention, ce n'est pas la fin de Rocky, 16 ans plus tard. Alors qu'on pensait Rocky à la retraite, Stallone relance la saga et là, c'est la surprise. Rocky Balboa. Rocky a vieilli, il a perdu sa femme Adrienne, il tient un petit resto, mais la boxe le démange encore. Il décide de remonter sur le ring pour un combat d'exhibition contre le champion du monde du moment. Ce film, c'est une ode à la persévérance, à la dignité, au fait de ne jamais enterrer un cœur qui bat encore. Tout le monde pleure à la fin, et même les critiques adorent. Rocky is back, et il sort par la grande porte. Rocky, c'est plus qu'un boxeur, c'est une philosophie de vie. C'est la preuve qu'un mec ordinaire avec assez de courage et de cœur peut soulever le monde. Et grâce à ce personnage, Stallone est passé de loser de casting à icône planétaire. Après le succès planétaire de Rocky, Stallone aurait pu se contenter de jouer les boxeurs au grand cœur, mais non. Le gars veut élargir son registre, et là, il va créer un autre personnage mythique, un guerrier solitaire traumatisé par la guerre, mais invincible sur le champ de bataille, John Rambo. Le premier film de la saga s'appelle First Blood, mais attention, ce n'est pas encore un film d'action bourrin, c'est un drame psychologique profond, sombre, poignant. Rambo, c'est un ancien soldat des forces spéciales, héros de la guerre du Vietnam, cassé par la vie. Il erre sans but, sans famille, sans avenir. Et lorsqu'il est maltraité par un shérif de province, ses réflexes de survie se réveillent. Dans les bois, il devient un fantôme, un chasseur, un homme que personne ne peut arrêter. C'est un homme blessé, mal compris. Le film est un carton et le personnage de Rambo devient l'emblème de toute une génération de vétérans oubliés. Stallone livre une performance physique mais aussi émouvante avec très peu de dialogue, mais un regard qui en dit long. 3 ans plus tard, Stallone revient, mais cette fois avec des muscles doublés.
une mitrailleuse à la main et un bandana rouge flamme. Rambo devient une machine de guerre. Le pitch, on l'envoie au Vietnam pour voir s'il reste des prisonniers de guerre américains, mais bien sûr, ça part en mission suicide et Rambo se transforme en justicier invincible. Il explose des hélicos, détruit des camps et libère les captifs. C'est le début du Stallone ultra bodybuildé au torse huilé qui incarne la toute-puissance du héros américain. Le film est un énorme succès mondial, mais aussi une source de controverse. Certains y voient de la propagande, d'autres un défouloir spectaculaire, mais une chose est sûre, Rambo entre dans la culture populaire au même titre que Rocky. Dans le troisième opus, direction l'Afghanistan. Rambo part secourir son ancien commandant prisonnier des soviétiques, et là, on pousse les curseurs à fond. Explosions, cascades, combats à main nue, mitrailleuses, arbalètes explosives, c'est du grand spectacle. Le film n'a plus vraiment le côté dramatique du premier, mais il assume son côté blockbuster musclé. Et à cette époque, c'est pile ce que le public veut. Pendant cette décennie, Stallone devient un véritable monument du cinéma d'action, au même niveau qu'un certain Arnold Schwarzenegger. Les deux sont en rivalité permanente. Qui a les plus gros muscles, les meilleures répliques, les films les plus rentables, mais la question qu'on se pose tous, qui a la plus grosse beuteux? Stallone enchaîne les succès. Cobra en 86, un flic rebelle avec des lunettes noires, un cure-dent ultra violent et ultra culte. Tango & Cash en 89, buddy movie délirant avec Kurt Russell, où Stallone joue un flic propre sur lui, à l'opposé de son image habituelle. Et Over the Top en 87, un chauffeur poids lourd fan de bras de fer. Ouais, ils ont fait un film sur les bras de fer. Et génialement ringard. À ce moment-là, il est partout. Il vend des posters, des figurines, des bandes-sons, des jeux vidéo. C'est le Stallone superstar. Une machine à box-office. Mais comme souvent, à force d'enchaîner les films d'action, le public se lasse. Stallone commence à être un peu vu comme un cliché, une caricature de lui-même. Le mythe Stallone commence à s'essouffler. Hollywood le met un peu sur la touche. On se dit même, bon ben voilà, c'était la star des années 80. Il est finito. Mais comme toujours, il va prouver qu'on n'enterre pas un battant comme ça. Après avoir régné sur les années 80, Sylvester Stallone attaque les années 90 avec des ambitions nouvelles. Il ne veut plus être juste le mec au gros bras, il veut être pris au sérieux comme acteur, scénariste et réalisateur. Mais le public n'est pas toujours au rendez-vous. Alors oui, Stallone a encore eu du succès au début des années 90 avec des films comme Cliffhanger en 93, où il joue un alpiniste traumatisé qui était un bon thriller d'action. Demolition Man en 93 également, un film futuriste culte avec Wesley Snipes et Sandra Bullock, ou encore Assassins en 95 avec Antonio Banderas, un duel de tueurs à gages tendu, mais il enchaîne aussi quelques gros flops à la Grim Cujo. Judge Dredd en 95, trop kitsch, trop confus. Le Spécialiste en 94, un thriller érotique qui rate grandement sa cible. Et le fameux Arrête ou ma mère va tirer en 92, une comédie cataclysmique qu'il regrettera toute sa vie. Et dire qu'Arnold Schwarzenegger a piégé Stallone pour accepter ce film de merde. Mais ça, c'est une autre anecdote. En 97, coup de théâtre, Stallone prend 20 kilos, se laisse pousser une moustache et il joue dans Copland, un drame policier sérieux face à des acteurs de haut niveau comme Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta. Il incarne un shérif sourd d'une petite ville paumée, désabusée, qui va finir par se rebeller contre la corruption. Le film est salué par la critique, on découvre un Stallone touchant, vulnérable, loin des muscles et des flingues. C'est un de ses meilleurs rôles, mais malheureusement, le public ne suit pas. Le film est un semi-échec au box-office et Stallone, découragé, disparaît petit à petit des grands écrans. Pendant quelques années, Stallone devient la cible facile des médias. On le traite de ringard, de has-been, de mec fini. Il tente quelques petits films mais rien ne décolle. Il passe à la réalisation de films pour la télé, il accepte des rôles dans des projets mineurs et Hollywood ne l'appelle plus. Mais voilà, c'est mal connaître Stallone. Parce que dans l'ombre, il prépare son grand retour. Il sent que le public est peut-être prêt à retrouver les héros de leur enfance, à les voir vieillir mais pas disparaître. Et c'est là qu'il a une idée de génie. Et si Rocky remontait une dernière fois sur le ring? Personne ne croyait à ce projet. Un sexagénaire sur un ring? Sérieux? Même les studios rigolent. Mais Stallone s'en fout. Il écrit, réalise, joue et il sort Rocky Balboa
30 ans après le premier film, et là, le miracle a lieu. Le film est sobre, émouvant, humain. Rocky a vieilli, il a perdu sa femme Adrienne, il tient un resto, mais il a toujours ce feu à l'intérieur. Le combat n'est pas contre un adversaire, mais contre le temps, les regrets et la solitude. Et là, le public adore. Le film fait un carton, Rocky renaît et avec lui, Stallone aussi. 2 ans plus tard, il ressuscite Rambo. Cette fois, direction la Birmanie dans un film beaucoup plus violent. Brut, c'était presque un documentaire. Rambo est un homme cassé par la guerre, mais qui reprend les armes pour sauver des innocents. Le film divise. Certains trouvent ça trop dur, d'autres applaudissent son réalisme. Mais une chose est sûre, Stallone is back. En 2010, Stallone a une idée brillante. Et si je réunissais tous les anciens héros d'action dans un même film? C'est comme réunir les Avengers, mais version 80-90. Il écrit, réalise et joue dans The Expendables, un film rempli de testo, drôle, explosif, où il partage l'écran avec Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis et même un certain Arnold Schwarzenegger. Pour une apparition légendaire. Le film est un triomphe au box-office. 2 suites sortiront ensuite avec des ajouts de luxe. Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Chuck Norris. Stallone devient non seulement une légende vivante, mais aussi un mec capable de se moquer de lui-même avec une autodérision et classe. Suite à ça, il continue d'enchaîner. Il réalise Escape Plan avec Schwarzenegger, un duo génial de vieux briscards. Creed en 2015, qui est un spin-off de Rocky, où il passe le flambeau à Adonis, le fils d'Apollo Creed, un rôle bouleversant pour lequel il recevra une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle et même un dernier Rambo en 2019. Plus sombre, plus personnel. Aujourd'hui, Sylvester Stallone n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il a marqué le cinéma, inspiré des millions de personnes et transformé des personnages de fiction en mythes vivants. Mais ce n'est pas juste pour ses muscles ou ses punchlines qu'on l'admire, c'est pour le cœur qu'il a mis dans chaque combat, à l'écran comme dans la vie. Derrière l'homme dur, Stallone est aussi un père profondément attaché à ses filles. Il a eu 5 enfants au total, mais sa vie a été marquée par un immense drame. La perte de son fils, Sage Stallone, en 2012 à seulement 36 ans. Sage était aussi acteur. Il jouait d'ailleurs son propre fils dans Rocky V. Sa mort a été un coup terrible pour Sylvester, qu'il a vécu dans une grande douleur, mais avec dignité. Aujourd'hui, Stallone est très proche de ses 3 filles qu'il a eues avec sa femme Jennifer Flavin, Sophia, Sistine et Scarlett. Il les met souvent en avant, il les encourage, les protège. Il dit d'ailleurs que ce sont elles qui lui ont permis de rester connecté au présent, d'adoucir son regard sur le monde. Même à plus de 75 ans, il continue de tourner, d'écrire, de produire. En 2022, il se lance même dans une série télé, Tulsa King, où il joue un ancien mafieux envoyé dans une petite ville de l'Oklahoma. Un rôle taillé pour lui. Entre violence et sagesse, il prête aussi sa voix à des films d'animation comme Les Gardiens de la Galaxie 2 ou Samaritan. Ça montre qu'il a de l'humour et surtout qu'il évolue avec son temps. Et depuis 2023, il a sa propre télé-réalité familiale de Family Stallone sur Paramount+, où on découvre le vrai Sly, Papa Poule, un peu grincheux, très drôle mais toujours très protecteur. Stallone, ce n'est pas qu'un corps de rêve, c'est aussi un cerveau et une plume. Il est souvent le scénariste, parfois même le réalisateur. Il a une vision claire de ses personnages, de leurs douleurs et de leurs valeurs. Et contrairement à l'image du mec un peu beauf, Stallone est cultivé. Passionné de peinture et de philosophie à ses heures perdues, il partage régulièrement ses réflexions sur la vie, ses motivations, son courage. Stallone, c'est aussi des répliques gravées dans la culture populaire. En voici quelques-unes qu'on n'oubliera jamais. Ce n'est pas la force des coups que tu donnes qui compte, c'est la force des coups que tu peux encaisser et continuer à avancer. Dans Rocky Balboa, vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. Dans Rambo, des phrases qui résument toute la philosophie: résister, continuer, ne jamais abandonner. Au final, que ce soit Rocky, Rambo ou même Stallone lui-même, le message est toujours le même. Tu peux venir de rien, tu peux être rejeté, moqué, incompris, tu peux tomber 10 fois, mais si tu te relèves une 11e fois, alors tu deviens plus qu'un gagnant. Tu deviens un symbole. C'est pour ça qu'il inspire autant de gens, parce qu'il incarne le combat de l'homme ordinaire, celui qui doute, celui qui souffre, mais celui qui ne baisse jamais les bras. Aujourd'hui, Sylvester Stallone a reçu toutes les reconnaissances qu'il mérite. Une étoile sur le Walk of Fame, des récompenses honorifiques, des hommages dans le monde entier et surtout l'amour du public. Il n'est pas juste une star, il est une figure culturelle planétaire. Sylvester Stallone,
c'est plus qu'un acteur, c'est un conte, un gamin pauvre né avec une paralysie faciale, rejeté par les studios, qui a vendu son chien pour survivre et qui a fini par écrire l'un des plus grands films de l'histoire. Il a connu le succès, les échecs, la douleur et la reconnaissance, et à chaque étape, il a choisi de se battre. C'est ça la vraie victoire. J'espère que l'histoire de notre Stallone national vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter quel est votre film préféré de Stallone, de vous abonner et d'activer la cloche magique. C'est gratuit, ça prend 5 petites secondes et ça aide énormément la chaîne. Merci pour le soutien sur les premières vidéos, ce n'est que le début de notre aventure. C'était votre gars le Gam, peace.